Ouais, ouais. Pardon, excuse-moi. Tu voudrais que j'enlève ça? Ouais. Comme ça, vous êtes le mieux dans l'axe de la caméra. C'est plus frontal. Et avancez sans être dans le champ, ce sera plus intime. Quoi. Non, avancez encore un peu, si ça ne dérange pas le cadreur. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous n'êtes pas dans le champ, non, comme ça je vous vois, et donc vous voyez, c'est mieux, je pense. On apprend. C'est bon pour toi? Oui, c'est tout bon. Ouais. Donc Hervé, quand même, vous venez de sortir Pour sauver la planète, sortie du capitalisme, votre dernier livre après le premier qui s'appelait Comment les riches détruisent la planète. Vous faites le constat donc, de l'impasse de notre société industrielle capitalisme en ce début du XXIe siècle et vous proposez quelques solutions, donc un certain optimisme quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce livre ? Eh bien, l'histoire, est, pour autant qu'il y ait une histoire, est assez simple. Comment les riches détruisent la planète, dans lequel je montrais qu'il fallait faire une articulation entre la question sociale et la question écologique, et que la crise écologique et que la crise sociale étaient les mêmes facettes, les deux facettes d'un même phénomène. Et à la suite de ce livre, j'ai fait beaucoup de rencontres à travers la France, et d'ailleurs aussi une ou deux en Suisse, à Genève et à Lausanne, et toujours en fait, il n'y avait pas de discussion vraiment de critique sur la thèse qui était proposée. En revanche, qui émanait beaucoup des discussions, c'était la question que faire. Et donc, ça m'a incité à préparer ce second ouvrage que j'envisageais pas du tout au départ, et de travailler beaucoup plus sur ok, on est face à cette crise écologique, on est face à cette crise sociale. Comment en sortir, comment prévenir l'aggravation de la crise écologique, comment imaginer une société différente. Voilà, et ça a suivi après son cours assez naturellement. Vous parlez de défis politiques majeurs et notamment d'une nécessaire réappropriation du domaine politique par les citoyens, j'imagine, pour opérer une transition vers une société plus juste. Et comment imaginez-vous cette réappropriation, notamment des richesses collectives? Vous parlez beaucoup de richesses collectives, du bien commun peut-être, mais quel bien commun, quelle richesse collective dans une société où finalement l'oligarchie s'est appropriée peut-être déjà tout? Eh ben, en remettant en cause très clairement, très ouvertement, cette appropriation par l'oligarchie d'une partie de la richesse collective, et donc en reposant avant toute chose, et particulièrement dans cette période où nous sommes engagés de très grand ébranlement et en fait d'affaissement du système capitaliste, en reposant la question sociale de manière très claire en priorité de la discussion politique. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire de poser la nécessaire correction des inégalités sociales en disant qu'il faut un revenu maximum obligatoire, qu'il faut une fiscalité importante sur les plus hauts revenus pour aider la société à aller dans un autre sens, pour aider les plus précaires d'entre nous, ceux qui vont être affectés le plus durement à court terme par ce qu'on appelle la crise économique, pour les aider à passer ce cap très difficile, et puis surtout pour orienter notre économie et nos sociétés dans une économie qui sera à la fois beaucoup plus respectueuse de l'écologie, c'est-à-dire qui veillerait à limiter au maximum ses impacts sur l'environnement, parce que c'est en ce moment la question principale qui se pose à nos sociétés, et par ailleurs investir davantage l'énergie humaine, l'activité humaine dans des domaines qui ont un moindre impact écologique, mais qui ont une utilité sociale et beaucoup plus grande, et qui en même temps créent de l'emploi. Et là, c'est les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, d'une autre agriculture, d'une autre politique de transport, et sans doute aller dans cette direction aussi, en partageant le travail, en réduisant le temps de travail. Vous insistez aussi beaucoup sur la nécessité de sortir de l'individualisme. Vous faites un constat assez dur de l'individualisme moderne, notamment en dénonçant
la marchandisation de l'être humain, la pornographie, le trafic d'organes, etc. Mais comment revenir, comment réinventer ces nouvelles solidarités? Est-ce que vous avez des pistes à proposer? Non, une culture collective, ça ne se détermine pas, mais déjà prendre conscience de l'état de psychologie collective dans lequel on est important et est en soi le moyen de commencer à imaginer une autre solution. C'est-à-dire souligner ce dont on ne prend pas spontanément conscience, faire venir au jour un élément caché permet de corriger précisément ce mauvais penchant, pour parler en termes très psychologiques. Et l'idée de base, c'est pas de sortir de l'individualisme, c'est plus loin de dire que le capitalisme est lui-même un individualisme poussé à ses dernières extrémités, et donc est une destruction de la société en faisant croire à chacun que précisément il est seul. Il n'a, s'il réussit, c'est par ses propres talents et au seul. S'il échoue, c'est parce qu'il a mal agi et qu'il a comme seul objectif de satisfaire ses désirs, ses envies ou ceux de sa micro-société qui est la famille et de se limiter à ça. Et donc effectivement, dire qu'on va sortir du capitalisme, c'est dire la moyen essentiel d'en sortir, c'est de changer cette psychologie collective et de mettre en avant, déjà de les mettre en avant de commencer à les revivre pleinement, les valeurs de solidarité, les valeurs de communauté, les valeurs de coopération, les valeurs d'échange gratuit, les valeurs de dons, les valeurs d'échange symbolique, pour à la fois de sortir de cet individualisme qui nous rend à la fois malheureux et quelque part fous, et de cette marchandisation qui est finalement une négation du lien social et une négation de ce qu'est véritablement une société humaine. Vous utilisez le modèle de Wikipédia, du logiciel libre aussi, comme peut-être un modèle d'une réussite, hein, de ce genre de coopération et en fait, d'échanges non marchands. Vous pensez que d'autres expériences de ce type sont possibles, où chacun en fait pourrait apporter gratuitement une contribution du type comment dire, oui, moi je pensais à Wikipédia parce que justement chacun est libre d'amener quelque chose et c'est totalement oui, sans intérêt. Donc ce serait un modèle de développement dont on pourrait s'inspirer par exemple pour notre économie. Je ne sais pas si c'est un modèle de développement. D'abord, peut-être que nos économies n'ont pas à se développer. Elles sont largement assez développées comme ça, enfin au moins sur le plan matériel. Sur le plan spirituel et culturel, c'est peut-être une autre affaire, mais on n'a plus besoin de développement économique, soyons clairs, en Suisse comme en France, comme aux États-Unis. Donc au contraire, on arrête de se développer. En revanche, que le don, c'est-à-dire... le don, un terme qui maintenant est devenu tellement dévalorisé que même s'il est extrêmement important, mais simplement le fait que les citoyens font partager quelque chose gratuitement, c'est même pas la peine de grands discours. Vous en êtes vous-même, j'imagine, l'exemple, puisque cette web télé, je crois pas que vous gagnez beaucoup d'argent en le faisant. Je crois même que vous le faites parce que vous avez envie de le faire, vous avez envie de transmettre quelque chose à vos concitoyens, vous avez sans doute acheté ou loué cette caméra en commun, ça vous passe du temps, donc voilà, vous êtes, j'ai même pas à vous répondre, c'est vous qui me donnez la réponse en me disant, vous voyez, nous on fait la télé parce qu'on a envie on pense que si on montre des images différentes, on aidera nos concitoyens à aller vers cette autre société, à aller vers ce partage. Donc bien sûr, c'est ce qu'on est même là en train de faire est la preuve que ça peut marcher, parce que et donc il faut que ce genre d'activité, qui ne peut pas être
la totalité, parce que malgré tout, si cette web télé ne vous fait pas gagner d'argent, j'imagine que dans la journée, vous avez une autre activité qui est rémunérée, et c'est tout à fait normal, mais que déjà, on a une partie de notre activité, de notre temps, de notre énergie, qui servent à quelque chose, à la communauté, et certainement une voie de l'avenir. Ouais. Et pour revenir au développement, c'est une forme de développement social, de développement personnel, parce que de développement intellectuel, en ce sens-là, ouais. Et effectivement, l'idée du don, après tout, utilisons ce mot de partage, de faire les choses gratuitement, est quelque chose d'absolument essentiel, et finalement pas une rébellion par rapport au système, mais une déviation, et donc une façon de sortir de ce système. Je peux vous poser encore une question? Ouais. Vous vous référez à Karl Polanyi, donc à La Grande Transformation, qui a un livre touffu, assez compliqué, mais très éclairant. Donc la grande transformation de Karl Polanyi, c'est le moment où le travail est devenu une marchandise, le moment où l'économie est sortie de la société, en fait, est devenue autonome. Et je pense qu'on pourrait appeler maintenant une nouvelle grande transformation pour le début de ce millénaire. Et quelle serait donc la principale, finalement, caractéristique de cette grande transformation? Ça serait l'idée de coopération. Ça serait effectivement, on peut reprendre le terme de Karl Polanyi, qui était, comme vous l'avez très bien dit, donc je fais que répéter, une transformation de la psychologie collective, de sortir l'économie, d'isoler l'économie de la société, et donc de transformer la façon dont les citoyens, les individus, les personnes vivaient les unes par rapport aux autres. Et ben, d'une certaine manière, on doit réenchasser l'économie dans la société, redonner tout son sens et toute son ambition à ce qui est le lien social, à l'idée de la communauté humaine. Et ça, je dirais que, pour répondre précisément à votre question, c'est substituer aux valeurs de compétition et de concurrence qui sont devenues l'alpha et l'oméga du capitalisme actuel, substituer les valeurs de coopération et de partage. Et en ayant à l'idée qu'il ne s'agit pas d'une démarche caritative ou généreuse ou morale, même si sur le plan moral, évidemment, on pourrait le dire, mais que c'est quelque chose qui est efficace, au sens que la coopération est ce qui nous permettra, ensemble, de mieux faire face aux difficultés et aux défis qui se posent à nous, parce que le modèle individualiste, le modèle de coopération, de compétition, le modèle de concurrence est devenu totalement inefficace, il est dangereux écologiquement. C'est la première question. Et il est inefficace économiquement, puisqu'il nous a conduit à un état de désordre de nos économies qui est extrêmement grave et qui, une fois de plus, va être d'abord payé, si on ne se révolte pas et on ne pose pas la question sociale sur la table, va être payé par les plus faibles et ceux qui n'ont pas la parole dans notre société. Donc, je ne sais plus comment a été formulée exactement votre question, mais le mécanisme ou l'outil ou l'idée, c'est de reposer, de dire la coopération est ce qui nous permettra vraiment de sortir de cette situation et d'aller vers le mieux. Merci. Je veux juste demander, si vous deviez prendre 3 mesures prioritaires, 3 choses concrètes qu'on pourrait mettre en application, c'est un peu question de front, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce que vous feriez en priorité? Quelles sont les premières choses vers lesquelles il faut aller pour amorcer ce changement? Eh bien, une fiscalité sur les hauts revenus, une fiscalité importante sur les hauts revenus. La deuxième chose, c'est que j'irais vers une politique de l'énergie totalement différente et qui dirait qu'il faut globalement s'orienter vers des économies d'énergie et le faire clairement et en termes ce qui créerait beaucoup d'emplois au passage. Et 3, je dirais, il faut qu'on réinvestisse, c'est pas forcément le bon terme, mais qu'on remette énormément d'efforts sur la santé, sur l'éducation, sur la culture, de façon à avoir moins de gens dans les prisons et moins de policiers dans les rues, et en diminuant les dépenses militaires pour aider à investir dans la santé, dans l'éducation, dans la culture et dans l'environnement. Voilà, ça fait trois directions pour commencer.
J'avais encore une petite question, si on peut faire un petit bonus. Toi, tu voulais... Non, moi je vais le laisser se reposer. D'accord, ok. C'était juste, vous faites une distinction entre économie de marché et capitalisme. Si j'ai bien compris, c'est pour dire qu'il y a quand même une partie des activités humaines qui peuvent rester sous la coupe du marché. Qu'est-ce qui peut rester, à votre avis, encore sous la coupe du marché? Est-ce que l'alimentation doit être quelque chose dont les prix doivent être fixés par un plan, ou est-ce que l'alimentation doit être encore régulée par le marché? Quels sont les domaines d'activité que vous voyez garder encore sous le marché? Et à l'inverse, quels sont ceux que vous pensez qu'il faut absolument surtout pas marchandiser? Moi, je trouve que c'est plus simple de dire quels sont les domaines à ne pas marchandiser, parce que... Et donc, je dirais une fois de plus, la santé, l'éducation, la culture, l'agriculture, qui est en fait un domaine extrêmement important, parce que c'est par là que va se refaire, que nous allons réaménager, réagencer, réinventer notre rapport à l'environnement, et que prévenir l'aggravation de la crise écologique, particulièrement dans les pays développés, ça passe notamment par l'agriculture. Donc tout le système des prix en agriculture doit être géré collectivement. Ça ne veut pas dire la planification, mais ça veut dire une gestion collective, une réflexion collective, sans doute l'énergie. Je pense que le fait qu'en Europe, il y ait une politique européenne de libéralisation des marchés de l'énergie est totalement absurde et dangereux. Il faut absolument qu'on s'oriente de manière coordonnée vers une hausse des prix de l'énergie et donc des transferts pour aider les plus pauvres à ne pas en souffrir. Les domaines sans doute de l'environnement, mais là c'est un petit peu plus vague. Mais déjà, si on sort du marché la santé, l'éducation, la culture, l'agriculture, la gestion de l'environnement et aussi la sécurité publique, c'est-à-dire en limitant, en disant non, la sécurité publique ne doit pas être assurée par des milices privées, par des polices privées, par des armées privées. On a déjà fait sévèrement cantonner l'économie de marché. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vachement bien, une bonne synthèse.